102.6 en modulation de fréquence et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion favorites. Bonsoir et bienvenue, ou bonjour et bienvenue après tout. Tous nos auditeurs ne sont pas forcément sur le même fuseau horaire. Ce nouvel épisode de Radio Berthoud, ce soir en compagnie de Monsieur Pretoria. Bonsoir. De Professeur Rangoon. Bonsoir. Et enfin de Monsieur Sinaloa. Bonsoir à tous. Enfin, je dis enfin, mais je me suis oublié dans le lot. Je présenterai ce soir ce podcast en tant que Monsieur Abidjan. Ceci dit, ce qui nous intéresse ce soir, c'est de parler de la question, voire du problème du low-tech. Technologie primitive, technologie rustique, récupérée par certains écologistes en tant que techno-douce. Le low-tech est un courant technologique assez important depuis une cinquantaine d'années, qui a beaucoup de fans chez de nombreux survivalistes, preppistes, écologistes, etc. On peut rajouter tous les istes qu'on veut, adeptes de la décroissance ou adeptes de la résilience, adeptes de l'antifragilité. Faites votre choix. La question pour vous, qu'est-ce que c'est que le low-tech, monsieur Sinaloa? Alors très concrètement, le low-tech, c'est avant tout la simplicité et la résilience. Et c'est surtout en opposition à un monde qui est archi compliqué, archi numérisé et extrêmement interdépendant. Donc pour moi, le low-tech s'inscrit carrément dans un état d'esprit et dans dans une façon d'aborder les différentes problématiques du monde. C'est-à-dire faire simple, faire rustique, faire dans ce qui est résilient, dans ce qui fonctionne, mais dans ce qui fonctionne d'une façon simple et pas justement quelque chose de dépendant et d'archi compliqué. Vous avez évoqué un terme, c'est celui d'état d'esprit. On parle souvent de technique, de tactique, d'approche stratégique, d'approche gear porn, ce genre de choses. Moi, j'aurais envie de donner deux exemples fictionnels, ou du moins semi-fictionnels dans le cas du premier. La dernière fois, nous avions évoqué le film brillant La Légion saute sur Colvézi. Dans la vraie vie, dans ce qui s'est vraiment passé lors de cette opération, les Français étaient équipés de matériel qui était à la limite de l'obsolescence. Donc là, on parle d'un élément de la Légion étrangère, des parachutistes qui sont venus sans parachute pour des raisons bêtes mais classiques dans l'armée française. Ils ont dû récupérer du matériel zaïrois, donc des parachutes américains. On le voit dans une scène du film d'ailleurs où les hommes du rang sont obligés de se débrouiller avec du fil de fer pour accrocher les parachutes à leur harnais. Mais ce qui est intéressant, c'est le témoignage du chef d'expédition qui était lui très satisfait d'avoir du matériel obsolète entre guillemets, c'est-à-dire le MAS 49-56 comme fusil, le MAT 49 comme pistolet mitrailleur, donc les deux étant utilisés en binôme bien sûr, le FRF1 qui venait plus ou moins de se démocratiser dans l'armée, et enfin le LRAC qui lui était pratiquement un prototype. Donc toutes ces armes antipersonnelles se sont retrouvées employées dans un contexte où la logistique était complètement inexistante. Il faut bien imaginer qu'au cœur du Katanga, trouver un stock de munitions de 7.5 françaises était absolument impossible. En ne comptant que sur eux-mêmes avant l'arrivée des renforts, face à des troupes peu efficaces mais très bien armées, avec des armes modernes comme le M16, comme la Kalachnikov, comme l'Uzi, ont pu se débrouiller avec un matériel qui était consommateur de munitions et non dépendant d'une chaîne logistique. Bonne introduction à ce que c'est le low-tech appliqué à une situation militaire. Un autre exemple que j'ai lu récemment, d'un livre que je conseille assez facilement parce qu'il est assez sympathique à lire, c'est Red Metal, Métal Rouge,
Mark Greaney, qu'il a écrit en collaboration avec un lieutenant-colonel dont le nom m'échappe à présent. L'histoire d'un raid opératif, j'allais dire soviétique, mais ça c'était l'époque de Tom Clancy, qui a écrit quelques ouvrages qui se rapprochent de ce Red Metal, mais du moins ça se passe plus ou moins aujourd'hui, en 2020-2022, l'ouvrage ayant été écrit lui en 2019. Raid opératif des Russes sur l'Europe pour s'emparer d'un certain nombre de positions avec un but stratégique assez puissant, et je ne vous dévoilerai pas maintenant pour ne pas vous divulgacher ce livre. C'est qu'on sent que le lieutenant-colonel est lui-même attaché, ou du moins a un certain dégoût pour la culture élitiste et high-tech que prend souvent l'armée américaine. On sent dans son hagiographie du A-10, le canon volant, un avion qui a bien meilleure réputation dans les ouvrages, enfin dans les romans, les films et les jeux vidéo qu'auprès de ses utilisateurs, mais ça c'est un autre problème. Mais il donne deux exemples. Le premier, c'est un des éléments du raid opératif, c'est une cyberattaque sur l'OTAN. Et l'OTAN se retrouve sourd et aveugle pendant de nombreuses heures, parce que tous les câbles de communication sont coupés entre les États-Unis et l'Europe. Les troupes sur place en Europe, donc en Allemagne, prépositionnées en Pologne, etc., se retrouvent à devoir communiquer avec des radios, des bêtes UHF. Les vieux de la vieille qui se retrouvent à encadrer les troupes qu'ils ont à leur disposition sont énervés parce que leurs petits jeunes ne savent pas se servir d'une foutue radio. Ils doivent réapprendre à toute vitesse parce que c'est leur seul moyen de pouvoir communiquer. Il n'y a plus de Natel, il n'y a plus de téléphone satellite, il n'y a plus d'internet. Donc qu'est-ce qui reste? La radio. Et ça, je trouve c'est assez rigolo comme façon de rentrer une fois de plus dans le low-tech. Et l'exemple le plus frappant, c'est les troupes de réaction rapide de l'OTAN ont détecté, avant le déclenchement de l'attaque proprement dite, des éléments Spetsnaz donc de l'armée russe dans les Alpes allemandes, dans une petite station de ski. Ils ne savent pas à quoi ils ont affaire, mais ils sentent qu'il y a quelque chose qui pue. Donc ils y vont faire une levée de doute. Et puis bah, évidemment ça se passe très mal. Les types sont relativement bien équipés puisque ce sont des forces spéciales françaises en l'occurrence, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt dans le cadre de l'histoire. Mais surtout, les Russes en face sont équipés de lunettes de vision nocturne, de NVG de toute dernière génération, alors que les Français n'en ont pas. Et pour équilibrer la balance, les troupes françaises utilisent des pistolets lance-fusées en grande quantité de manière complètement effacer l'avantage technologique des Russes et combattre à égalité puisque maintenant il fait jour. Quand on pense au génie d'une situation où, à coup de fusées qui coûtent quelques francs pièce, on arrive à dénier tous les avantages d'une technologie qui coûte plusieurs milliers de dollars, ben moi je trouve que c'est assez beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur Pretoria. Quelque chose de central et d'essentiel à mon sens, puisque lorsqu'on a une rupture de chaîne logistique et que on se retrouve isolé, hein, c'est le cas typiquement des parachutistes, hein. Le parachutiste est très certainement le seul soldat qui ne dispose pas d'un chemin de repli. Et ben, il est vraiment nécessaire, à mon sens, d'être capable de travailler avec des moyens qui sont plus simples et utilisés de manière astucieuse, hein, et créative. Maintenant, dans un contexte plus général, il est important de définir quand même ou de recadrer les besoins, les types de missions et les buts afin de pouvoir définir du matériel qui correspondrait en fait à du low-tech, hein. Et c'est le point de départ d'une réflexion. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui, qui est simple. C'est beaucoup plus simple, intellectuellement parlant, d'avoir des solutions qui sont complexes
quitte à ce que ça devienne des usines à gaz ou ce qu'on appelle des cathédrales militaires, qu'à l'inverse, avoir une réflexion importante et aboutir à des systèmes simples et résilients et faciles à instruire en plus. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que on se focalise sur le matériel, mais s'il n'y a personne pour servir le matériel, on appelle ça un dépôt. Merci d'avoir recadré le débat. Radio Berthoud, justice nulle part. Monsieur Angoun, je crois que vous avez quelque chose à Oui, rajouter. absolument. Je souhaiterais rebondir sur ce que disait mon collègue Monsieur Sinaloa sur le fait que c'est aussi un état d'esprit, ou c'est avant tout un état d'esprit. Et c'est vrai que si l'on regarde le low-tech de la perspective d'une personne dont c'est le choix personnel de décider de son équipement, en termes d'état d'esprit, c'est quand même d'accepter un certain reality check. C'est-à-dire d'accepter de répondre honnêtement par rapport à soi-même aux questions qui sont qui je suis, où je suis et qu'est-ce que je fais. Je pense que ça c'est un point clé puisque si on y répond honnêtement, on enlève toute notion d'ego qui en fait pollue la décision ou pollue les choix qu'on peut faire. On se recentre vers quelque chose de très pragmatique. Monsieur Angoun, pourquoi, à votre avis, en 2023, cette voie, cet état d'esprit est-il un tel repoussoir pour nos contemporains? Bien, monsieur Abidjan, parce que tout simplement, il se confronte à un monde qui est celui de la consommation, de l'hyperconsommation, on peut même le dire, et qui se caractérise par la recherche de la gratification immédiate, le désir d'avoir du plaisir, et cela en réalité passe par la perception de l'arme non pas comme un outil qui répond à un cahier des charges basé sur un besoin identifié, ça se fonde plutôt sur la perspective d'un projet, à savoir donc la phase de plaisir d'un point de vue de la dopamine par exemple. Cette phase-là, elle est davantage en amont, c'est-à-dire la phase dans laquelle la personne se projette à l'idée de faire son acquisition, de comment est-ce qu'elle va organiser son arme ou son équipement en brelage par exemple, c'est tout à fait la même logique. Et puis au moment d'avoir rassemblé les différents éléments de ce que les Américains typiquement appellent non pas l'arme mais le setup, au moment de cette acquisition, lorsque le chapitre s'ouvre, le moment vient de pratiquer, et bien finalement le plaisir est déjà consommé pour sa plus grande partie. Ce qui va rester à ce moment-là, c'est le plaisir d'avoir une arme différente, d'avoir quelque chose d'individuel, quelque chose qui flatte l'individualité, le plaisir de le montrer au stand aux copains. Moi-même, personnellement, lorsque je vais dans un stand de tir, j'apprécie que les gens me montrent ce dont ils ont fait l'acquisition. Mais dans la perspective d'un projet, une fois le projet acquis, une fois le projet terminé, en d'autres termes, ce qui est important, c'est de passer au projet suivant. Et je regardais une vidéo, je pense que c'était probablement de Stéphane Edouard, qui en fait lui commente avec l'œil du sociologue, il commente dans ses vidéos des traits assez caricaturaux qu'on peut trouver de ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux de gens. Et il faisait une comparaison, enfin il déchiffrait une vidéo qui parlait des gens qui font du voyage, si je me souviens bien. Et a priori, effectivement, on peut se poser la question quel est le lien entre les personnes qui font du tir et celles qui apprécient voyager. A priori, il n'y en a aucun. Mais en réalité, sur le plan psychologique, on retrouve la même logique très semblable dans le point de vue chronologique des choses. C'est-à-dire que les gens qui voyagent très souvent, d'abord, comment est-ce qu'ils définissent les destinations vers lesquelles ils souhaitent aller? Souvent, sont des images. En fait, des images d'Instagram. Les gens ne se renseignent pas tant que ça, ne font pas tant de recherches. Il y a ensuite une phase d'acquisition de matériel. Les gens se prennent de plaisir à savoir quelles chaussures, quel sac en toile ou
En rip-stop, ils vont prendre en voyage avec eux. Il y a une phase d'excitation qui est la dépense d'argent. Dépenser un salaire, parfois même un salaire qu'on a acquis à la sueur de son front parce que les gens dans le monde tertiaire de 2023 n'aiment pas forcément leur travail. Dépenser l'argent dans l'achat de billets d'avion, chercher le plaisir d'avoir le billet moins cher. Et puis, une fois arrivé à destination, ce dont on se rend compte, ce dont je me suis rendu compte, parce que j'aime beaucoup voyager, c'est que beaucoup de ces personnes-là, finalement, elles se prennent leurs photos dans les quelques endroits qu'elles ont vus sur Instagram. C'est un peu comme une checklist, il suffit de cocher pour dire c'est bon, j'y ai été, pour alimenter leurs propres réseaux sociaux, de manière à épater leurs amis. Et ces gens-là, en fait, on les reconnaît très facilement, ils se trahissent eux-mêmes par un tic de langage. Quand on parle avec eux, ils disent, si par exemple ils ont été au Chili, ils vont dire j'ai fait le Chili. Ce qui est, euh, ce qui est vraiment incroyablement prétentieux de dire qu'on ait pu faire quoi que ce soit. Et on se rend compte généralement que ces gens-là en fait ne font pas grand-chose. Et une fois de retour dans leur pays d'origine, tout de suite ils n'attendent que leurs prochaines vacances. Donc ils sont souvent dans un travail souvent un peu pénible parce que c'est pas un plaisir. Ils attendent leur prochain projet. Et en fait, le monde des armes est sous bien des angles extrêmement similaires. Si on regarde cette question sous cet angle-là, on réalise que ça explique, par exemple, pourquoi énormément d'armes qui sont dans les armureries ou sur les sites internet de petites annonces sont des armes de première main qui ont été achetées neuves. En fait, elles sont dans un état extérieur et intérieur quasiment neuf. Elles ont souvent 500, 1000 coups au compteur. Et plus intéressant que ça, très souvent, elles ne viennent pas seules. Elles sont un package, en fait. L'arme nue n'est pas vendue comme telle. Elle est vendue avec, vous trouverez le garde-main acheté séparément, la lampe Surefire, l'aimpoint, la dotation de 7 chargeurs qui vient avec. Et ça, c'est tout à fait symptomatique de la logique du projet. C'est-à-dire que la personne a pris plaisir pendant des mois à sourcer différentes pièces. Elle s'est projetée là-dedans. Et une fois à l'usage, elle se rend compte, bon, peut-être c'est pas ce dont j'avais besoin, ça correspond pas. Ou une fois que je l'ai montré à mes copains, ok, il faut que je passe à autre chose. Vous voyez ce dont là où je veux en venir. Ça explique aussi pourquoi, et bien finalement, les armes les plus courantes sont les AR-15 et les Glock. Parce que ce sont des armes pour lesquelles on va trouver pléthore d'accessoires. Il y a un nombre, mais pratiquement illimité, de fabricants, de parties tierces qui fabriquent des accessoires. Donc c'est un moyen non pas de dépenser juste l'argent sur l'arme, mais de doubler le montant, la mise de base, sur des accessoires. Donc ça, à nouveau, ça appelle à ce plaisir de dépenser l'argent durement acquis. Et il y a aussi cette notion d'individualité. Ça permet de customiser, de dire voilà, moi je suis différent. Mais est-ce que vraiment ça répond à la question est-ce ce dont j'ai besoin par rapport à qui je suis, où je suis, qu'est-ce que je veux faire? Derrière tout ça, il y a de l'ego, en fait. Il n'y a pas une réflexion. Il y a juste une volonté de se faire plaisir. En soi, il n'y a rien de mal, hein. Comprenez-moi bien. Mais voilà, c'est sur le plan psychologique, je pense que c'est vraiment ce qui explique pourquoi c'est un repoussoir. C'est un repoussoir très fort. Merci, monsieur Angoun, pour cette explication très détaillée. Je pense pouvoir en faire mon miel. Radio Bertou, 102.6 en modulation de fréquence et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion favorites. Monsieur Pretoria, de votre point de vue, est-ce que l'on peut parler aujourd'hui d'une sorte de fuite en avant? Si par fuite en avant on entend la volonté d'avoir des systèmes hautement customisés, qui sont mécaniquement parlant, ils sont absolument identiques, mais qui sont customisables avec des accessoires parfois utiles et parfois beaucoup moins utiles. On peut parler effectivement de fuite en avant. Comment expliquer justement cette fuite en avant en fait? Un des facteurs, c'est la composante
culturels, respectivement l'influence des cinématographiques d'Hollywood, celui des réseaux sociaux, celui de YouTube, à une époque beaucoup plus ancienne et dans une moindre mesure les forums internet. Et en fait, il en résulte une forme de mimétisme. C'est-à-dire que on recherche la confirmation que c'est le bon choix sur des icônes culturelles ou des référents techniques qui sont des influenceurs ou dans un cercle beaucoup plus proche, dans les structures de tir. Ce qui explique partiellement, en tout cas, ce quasi-monopole des systèmes dérivés du Glock et des AR-15, puisque très très souvent, il n'y a plus que ce genre de systèmes qui sont présents dans le paysage immédiat du tireur. Et donc, il n'y a pas de possibilité d'avoir une information, je dirais pas contradictoire, mais complémentaire, hein. On se retrouve avec un système technologique qui est pratiquement unique. Et si on enlève tous les accessoires, en fait, on se retrouve avec un système qui a des avantages, certes, et souvent l'avantage principal, c'est sa customisation, mais un certain nombre d'inconvénients, notamment des problèmes de maintenance qui peuvent être centraux. Une autre composante qui est relativement nouvelle, qu'on observe, ce sont les phénomènes d'unboxing. Et non, il ne s'agit pas juste de faire un unboxing sur le dernier kit pour se repoudrer le nez. Je ne fais pas référence aux personnalités du showbiz, bien sûr, mais la cosmétique, ou le dernier set collector d'un jeu vidéo à la mode qui vient de sortir, mais on le voit également dans la composante des armes, et parfois ça donne des situations qui sont un petit peu gênantes, puisque le unboxing ou les influenceurs internet étant majoritairement anglophones, ils ont des sets qui sont adaptés à la législation locale, et il peut survenir des différences entre ce qui est livré aux USA et ce qui est livré, par exemple, en Europe. Un autre aspect qui est assez visible, en tout cas si on est dans le domaine de l'instruction du tir, c'est que les vidéos qui montrent des démonstrations de tir, souvent, elles ne sont que le monde de YouTube, le monde de la vidéo, c'est le monde de la façade. C'est-à-dire que on met tout en avant, tous les moyens techniques et cinématographiques, quelque part, pour que l'image ressorte bien. Sauf que pour tous ceux qui ont dû être impliqués dans des vidéos, hein, la manière dont on travaille et dans le monde réel et la manière dont on tourne pour montrer quelque chose, ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Et en réalité, ces vidéos d'instruction du tir ne sont que des appels pour amener la personne à participer à des instructions payantes. Et ça, c'est une réalité qu'il faut bien comprendre. Pour en revenir à la composante technologique pure, respectivement la high-tech, pourquoi est-ce qu'on a une telle fuite en avant? Pourquoi est-ce qu'on utilise des moyens techniques? C'est très très souvent pour compenser les lacunes de l'instruction ou une instruction en autodidacte.
qui est aussi une pratique qui se passe assez régulièrement. Mais néanmoins, que ce soit avec des lacunes d'instruction ou avec une instruction, enfin un apprentissage en autodidacte, très très souvent, on va avoir un certain nombre de problèmes dont on pourrait être tenté de compenser avec de la technologie. Mis à part jeter de l'argent sur le problème pour compenser très très souvent des lacunes d'instruction et, et une instruction, une formation en autodidacte, et ben la volonté d'acheter du matériel pour pouvoir compenser ce problème, le but étant d'avoir une gratification immédiate en lieu et place d'un travail qui s'inscrit dans la durée et qui demande et qui exige une rigueur personnelle. Je crois que Monsieur Rangoon voulait rebondir sur vos propos. Oui, absolument. Je trouvais très intéressant l'idée de jeter de l'argent sur le problème. C'est très visuel comme façon de le dire, mais en fait, c'est exactement ça. Par fainéantise, très souvent. Après, ça peut aussi être par le fait de ne pas savoir comment s'améliorer. Les gens n'ont pas forcément tous les outils pédagogiques pour travailler sur leur façon de tirer. La tentation est grande, tout de même, de mettre de l'argent et d'acheter quelque chose qui sera vendu comme étant plus précis, avec une meilleure détente. On vous vendra ça avec un meilleur reset. Et ça, ce sont finalement les critères qui sont systématiquement déballés dans les vidéos qui inondent YouTube, des vidéos d'influenceurs, des vidéos de placement de produits. Et c'est pour ça, je pense que chez ces personnes qui ont une incertitude, qui ne sont peut-être pas sûres d'elles-mêmes, parce qu'elles se disent bon, ma performance de tir n'est pas très bonne, je ne suis pas très précis, je mets un peu des coups en bas à gauche, etc. Il y a cette tentation tout de même d'acheter des armes qui en fait sont des choix non contestables. C'est-à-dire des choix que sur les forums internet, personne n'aurait la moindre idée de dire oui, mais ça, ce n'est pas un bon choix. Bien au contraire, combien de fois est-ce qu'on peut lire sur les forums ou ailleurs, acheter un Glock n'est jamais un mauvais choix. Alors qu'en réalité, ça peut tout à fait être un très mauvais choix. Ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de l'ergonomie, de votre main. Donc il y a cette notion de se rassurer. Quand les personnes qui investissent un salaire durement acquis et investissent aussi leur ego, en fait, elles se dirigent très souvent vers un choix qui n'est pas contestable. Le dernier truc que ces personnes souhaitent, c'est avoir mis une part considérable de leur salaire pour être moqué. Donc il y a cette notion qui est très présente, qui ne se voit pas, mais qui se sent de manière très nette. Radio Bertou, 102.6 en modulation de fréquence. Et en podcast sous vos applications de balado-diffusion préférées. Я провожу тебя до лифта и обниму. Я твоей матери не нравлюсь, по-моему. Est-ce que Monsieur Sinaloa est intéressé à ajouter quelque chose sur le sujet? Alors peut-être une réflexion sur un équipement que moi j'ai appelé le paradoxe du MK18. C'est finalement la célébration d'un équipement extrêmement performant, extrêmement, en tout cas très bien visible dans les communautés de tir en ligne, et qui finalement est mal exploité ou n'est pas tout à fait compris par les personnes qui se laissent tenter par son esthétique. Le MK18. Vous voulez dire que le Mark 18 est une arme de merde? Je ne suis pas en train de dire que le Mark 18 est une arme de merde. Je suis simplement en train de dire que Vous avez le droit de le penser. il y a beaucoup d'esthétique. Moi, je le pense très fortement, il faut le savoir. Oui, bon, après, votre amour pour les plateformes AR n'est pas un secret. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a justement cette attraction et cette grande esthétique qui
qui sert un seul but, celui de vendre, et qui vend finalement des équipements qui sont pas du tout adaptés ou qui répondent finalement à aucun critère, en tout cas aucun critère rationnel. Je trouve que c'est une excellente démonstration oui, de cette société dans laquelle on évolue. Est-ce que vous pensez, monsieur Sinaloa, que celui qui achète un Mark 18, il se sent un peu Navy Seal quand il prend sa douche et qu'il rêve, quand il est dans son bain? Alors, c'est une possibilité, pour toutes les raisons qui ont été évoquées en amont. Le fait de posséder l'objet peut créer un faux lien d'appartenance ou un faux lien euh, une sorte de lien tout à fait rêvé, tout à fait fantasmagorique avec ces unités dites spéciales. Et c'est regrettable. On croisera donc des gens qui ont finalement le MK18 au rabais le plus souvent, parce que c'est à nouveau il s'agit d'équipements qui sont des équipements pensés et en tout cas distribués sur cahier des charges par un État, hein. Le MK18 a été notamment pensé à Crane dans le Indiana. Pas sûr que beaucoup de fans d'esthétique soient pleinement au courant du cahier des charges précis. Et on retrouve dans le commerce des espèces de copies un peu approximatives ou encore des armes qui auraient imité certaines des particularités à des prix exorbitants. Et tout ça pour faire du tir statique à 25 mètres ou finalement pour simplement vivre une sorte de fantasme. Et je pense, une belle illustration de l'époque, de notre époque. Et de l'antithèse du low-tech finalement. Cette idée d'avoir un porte-avions qui va servir à rien. Je connais votre amour du manœuvreur MR73 et je crois savoir que vous l'avez acquis pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que ça correspond à votre cahier des charges et non pas parce que vous fantasmez sur les vols Air France sur l'aéroport de Marignane, n'est-ce pas? J'ai acquis ce MR simplement parce que c'est agréable aux 25 mètres. Ça, c'était ce cahier des charges-là et je cherchais une arme avec une détente agréable, je l'ai trouvé. Après, c'est pas interdit de rêver, c'est pas interdit d'avoir un intérêt pour les numéros de référence au temps, pourquoi pas. Mais La question du fantasme, c'est pas quelque chose qu'il faut juger. Chacun a le droit de dépenser son temps, son énergie, son argent de la manière qu'il entend. C'est pas là la question. Prendre du plaisir au stand, ça peut faire partie d'un cahier des charges, il y a pas de souci. J'aimerais par contre rebondir sur la question de la gratification instantanée pour l'illustrer par le très bon essai de Bret Easton Ellis, le, le fameux auteur de American Psycho, de Less Than Zero, des lois de l'attraction, Glamorama, etc., etc., qui a fait un essai après de longues années de silence, qui est alors c'est pas le premier à avoir évoqué le sujet, mais c'est le premier qui l'a évoqué dans des termes qui m'ont parlé. Bret Easton Ellis est un esthète californien de la génération X, parle du concept de l'investissement, ce qui serait mieux traduit en français par l'effort. Ce qui est important, du point de vue de Ellis et du mien également, et je pense d'une autre, c'est cette notion d'effort. C'est qu'en fait, on est toujours plus ou on est toujours mieux récompensé lorsqu'il y a eu un effort en amont. Par exemple, aujourd'hui, je suis le premier coupable, j'ai envie d'écouter une musique. Ça me prend 5 secondes pour lancer Qobuz, Spotify, YouTube. Les plateformes en ligne sont extraordinairement pratiques. J'ai envie de regarder un film, tout est facile d'accès. Les livres, les films, les produits culturels de manière générale, facilement digitalisés, sont disponibles, sont vraiment à portée de main. La vraie question, c'est d'être capable de discerner, de pouvoir faire son choix. Et c'est maintenant la difficulté, n'est plus de pouvoir trouver quelque chose, c'est juste de trouver le temps pour le regarder, ou le lire, ou l'écouter. En 1985,
Donc, je sais que certains d'entre vous n'étaient pas nés ou n'étaient pas conscients. Vous avez entendu une musique à la radio, ce sera peut-être la seule fois de votre vie que vous l'entendrez. Si vous avez envie d'écouter quelque chose qui est facilement trouvable, il faut aller chez un disquaire et vous procurer un 33 tours ou le 45 tours ou une cassette. Plus tard, le CD. Là, vous allez pouvoir en profiter. Votre CD, votre disque, votre cassette, vous allez l'apprécier pendant de longs mois, de longues semaines, si vraiment c'est peu intéressant. Le livre, vous allez le commander chez votre libraire. Il arrivera une semaine, 15 jours, un mois après. Le film, si vous n'avez pas de cinéma à portée de main, au mieux, vous pouvez louer une cassette, mais généralement, vous allez devoir faire les kilomètres pour aller à la ville. Profiter d'une séance de cinéma, c'est quelque chose de spécial. Il y a un plaisir qui naît de l'investissement personnel que vous avez mis dans l'action que vous avez commise. Si je peux me permettre, juste pour rebondir par rapport à cette thématique de la dopamine, juste pour conseiller l'excellent podcast du docteur Huberman, qui aborde largement ces problématiques des réseaux sociaux, d'Internet et des différentes addictions qui en découlent. Radio Berthoud, 102.6 en modulation de fréquence et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion favorites. Nous avons longuement parlé de ce qu'est le low-tech, de pourquoi le low-tech a si peu de succès dans notre société actuelle, de ses dérives, des problèmes psychologiques, neurologiques qui font que le low-tech a peu de chances de conquérir son public aujourd'hui dans la société occidentale. Mais nous, en tant qu'acteurs, en tant que moniteurs, en tant que porteurs d'armes, ou en tant que simples citoyens même, comment peut-on rendre cool le low-tech? Comment peut-on le rendre pertinent, intéressant, fascinant? Comment peut-il donner ce petit pic de dopamine que recherchent les gens dans les potes modernes? Monsieur Pretoria. Comment rendre cool le low-tech? En fait, il faut d'abord voir la médiocrité comme une qualité en soi, hein. Le fait d'être résilient amène à sortir de sa zone de confort et à ce moment-là, on recherche une efficacité qui est accrue avec moins de moyens. Et pour ce faire, quelque chose qui est assez intéressant à mettre en œuvre, c'est une méthode dite générique. C'est-à-dire qu'il faut être médiocre, mais 100% du temps, y compris à froid, donc en début d'entraînement. Quand les conditions météo sont très mauvaises, hein, et ça amène en fait ce qu'on appelle une norme de performance minimale. Alors que d'habitude, on recherche une norme de performance maximale pour être le premier sur un podium, hein, dans un contexte de tir sportif, par exemple. Par contre, on peut très très bien définir une norme de performance minimale qui est assez élevée, hein. Et donc à ce moment-là, on va mettre en place un système d'entraînement dans la mesure de ses capacités, du temps à disposition, etc., pour pouvoir atteindre cette norme de performance minimale. Une fois qu'on l'a dépassée, eh ben, on peut très très bien réévaluer cette norme de performance minimale pour avoir une augmentation du niveau général de la personne, hein. D'ailleurs, la notion de low-tech, comme je l'avais dit en tout début de podcast, c'est finalement avoir une part de réflexion pour aboutir à un système qui est simple. Et en fait, ce n'est pas un système qui est destiné à des gens qui ont des budgets serrés, hein. C'est pas le low-tech, c'est pas un truc de pauvre. Enfin,
les gens qui ont des difficultés pour définir un budget pour les armes, bien sûr, ça devient quelque chose qui est central. Le low-tech, ce n'est pas seulement une question de budget, mais également une question de réflexion. Arriver à simplifier pour répondre aux besoins qu'on a définis, type de mission ou au but qu'on s'est fixé. Alors c'est en ordre. Moi j'aimerais, sur la question de le low-tech, c'est pas qu'un truc de pauvre, j'aimerais illustrer ce point par la célèbre et tellement sous-estimée carabine soviétique SKS, qui est souvent achetée pour de très mauvaises raisons par des gens qui veulent une Kalachnikov et qui n'en ont pas les moyens, qui vont donc rajouter une crosse Tapco tout en plastique et un magasin de 30 coups qui va fonctionner une fois sur deux. Une esthétique de gens qui boivent beaucoup de soda et qui roulent dans des pick-up. Ça, c'est souvent les mauvaises raisons. Mais qui fait l'intérêt de la SKS, c'est pas qu'elle est pas chère. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est plus une question parce que le temps des SKS qui se vendaient par caisse, c'est fini. On en trouve une par-ci, une par-là. Souvent à des prix raisonnables, mais ce n'est plus une arme pas chère. Outre sa durabilité, sa fiabilité, son confort de tir, sa précision intrinsèque, c'est que du point de vue du citoyen, non pas du citoyen soldat, mais du simple citoyen, n'implique pas de devoir disposer d'une base logistique derrière soi. C'est bien joli de se dire qu'on a 1000, 10 000, 100 000 cartouches à disposition. Peut-être que le jour où vous aurez à vous servir d'un fusil dans des conditions dégradées, peut-être que vous aurez 12 cartouches sur vous. Et l'intérêt de la SKS, c'est que ces limites, ces limitations font qu'on a tendance à se modérer tactiquement, se réfléchir à chaque coup tiré, assumer chaque coup tiré. Donc c'est tout à fait dans une logique de responsabilité individuelle. L'autre intérêt de la SKS, c'est que c'est une arme qui est facile à instruire. Toutes les manipulations sont simples. Les touchés sont faciles à assurer, relativement faciles à assurer, j'entends. C'est une arme qui est donc extrêmement pratique pour des débutants ou des gens qui n'ont pas le temps d'investir dans des cours de tir de manière intensive sur des années et des années. Ce n'est pas une arme pour virtuoses. C'est une arme qui convient à la fois aux débutants, aux Vietcong, Mujik, sans instruction, et à la fois à l'esthète raffiné qui sait que pour aller faire une activité bien précise, il n'aura besoin que de 10 cartouches. Monsieur Angoun, est-ce que vous préférez le matériel High Speed Low Drag, celui qui est multiplicateur de force, c'est-à-dire typiquement le Mark 18 avec ses lampes, ses lasers, ses organes de visée nocturne, son équipement optique diurne et nocturne, sa machine à café Nespresso? Ou est-ce que vous pensez qu'on peut faire autre chose? Est-ce que vous pensez qu'un autre monde est possible? Je pense bien sûr qu'un autre monde est possible et encore heureux. Je pense qu'il y a la tentation vraiment du multiplicateur de force, celle dans laquelle on aime se projeter comme étant le one man army, comme diraient les anglophones, celle qui est en fait une quête infinie de la perfection. On revient toujours dans cette logique de projet, et un projet, ça n'apporte de la gratification que si c'est sur la durée. Cette envie continuelle et perpétuelle de toujours chercher à faire plus, toujours chercher à avoir l'arme ultime, celle qui répond à tous les besoins, c'est qui finalement ne sera quelque chose qui fait absolument tout et rien de bien. En fait, tout ça peut être remplacé par le fait de s'entourer de personnes, de gens qui, en l'occurrence, sont médiocres. Et comme le disait mon collègue Monsieur Pretoria, la médiocrité n'est pas un défaut, bien au contraire. Donc, j'encourage plutôt à s'orienter vers le monde de l'extérieur, à rencontrer des gens, à pratiquer le tir avec vos amis, vous faire d'autres amis, plutôt que de passer votre existence dans l'obscurité à aller sur des sites internet qui n'ont que des gadgets à vendre. Et rappelez-vous, je pense que ça c'est peut-être le mot de la fin pour ma part en tout cas,
vous n'êtes pas le super-héros d'un mauvais film Marvel, vous êtes juste vous-même. Et ça, c'est ça c'est le plus important parce que c'est le reality check. Voilà, remettez les pieds sur terre et laissez tomber l'ego si vous en avez, qui soit déplacé. Merci Monsieur Rangoon pour cette conclusion spectaculaire. Vous n'êtes pas le héros du film, vous n'êtes pas le petit flocon unique et merveilleux. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et nos auditeurs qui ont tenu jusque-là une bonne fin de partie de journée qui les concerne. Très bonne soirée à vous et puis merci de nous avoir écoutés. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous.